Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la nuit de hier mardi. Le chef de l'État se trouvait à Yaoundé, au Cameroun, où il a pris part au sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Au cœur de la rencontre, la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Le président Alassane Ouattara a invité la communauté internationale à faire preuve de fermeté dans cette zone maritime. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ont pris une résolution au sortir des assises de Yaoundé, celle de bouter la piraterie hors du golfe de Guinée. Cela devrait se faire à travers le déploiement d'une force navale internationale. Jérôme Kofi Aboulin nous en parle. 2 jours de travaux ayant réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara dans la capitale camerounaise pour réfléchir sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Une rencontre des pays de la CEDEAO, la CEAC et la Commission du golfe de Guinée visant à déterminer des stratégies en vue de l'éradication totale des actes et activités illicites dans cet espace maritime comme le leur a demandé la résolution 2039 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'issue des travaux qui se sont déroulés les 24 et 25 juin 2013 a été marquée par la lecture de la déclaration dite déclaration de Yaoundé et la lecture du communiqué final ainsi que le discours de clôture du président camerounais Paul Biya, l'hôte du sommet. Il est à retenir pour l'essentiel que tous les pays concernés s'engagent ensemble à travailler à la stabilité de la zone par la mobilisation des moyens adéquats susceptibles de mettre fin aux crimes et vols à main armée répétés. Puis, avant de prendre congé de ses hôtes, le président Paul Biya a salué l'esprit constructif et de dialogue qui a prévalu tout au long de la réunion. Il a toutefois invité toutes les parties prenantes à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre efficace des décisions prises. La 4e édition du Forum sur l'eau et l'énergie dénommé Eurafrique se tient dans la capitale économique ivoirienne. La rencontre vise à informer les entreprises européennes sur les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'eau, l'énergie et les énergies renouvelables en Afrique. Herman Niamien. Il faut un investissement de 645 milliards de francs CFA d'ici à 2015 à la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable et environ 9 500 milliards de francs CFA sur la période 2012-2030 pour satisfaire la demande nationale et sous-régionale en énergie. Ces informations sont du ministre des Infrastructures économiques et de Noël Guetta, représentant le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, à l'ouverture de la 4e édition du Forum sur l'eau et l'énergie, dénommé Forum Eurafrique. Selon le ministre Patrick Achi, malgré l'impact négatif des 10 années de crise sur les performances de ces secteurs, de nombreux efforts ont été faits pour soulager les populations. La 4e édition du Forum Eurafrique qui se tient à Abidjan est donc une occasion offerte aux entreprises européennes de saisir les opportunités d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est aussi une opportunité pour les PME nationales de nouer des contacts gagnant-gagnant avec les entreprises européennes. Parce qu'il est prévu à ce forum des tables rondes, des rencontres B2B, des ateliers sur des thématiques précises sur le financement de l'énergie et de l'eau en Afrique. Pour cette 4e édition du Forum Eurafrique, l'accent est mis sur le développement des énergies renouvelables, toute chose qui devrait permettre à de nombreux pays d'Afrique et plus particulièrement à la Côte d'Ivoire de soutenir sa croissance économique. La phase écrite du baccalauréat 2013 a démarré hier. Plus de 215 000 candidats seront face aux épreuves aujourd'hui pour la 2e journée de composition. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique entend cette année atteindre un meilleur taux de réussite. La ministre Kandia Camara a effectué hier une tournée dans certains centres d'examen. Elle a encouragé les candidats au bac à la sérénité. Lutte contre l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a, en sa qualité de présidente du comité national, procédé hier dans l'après-midi au lancement du système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire, en abrégé SOSTECI. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères.
Et à l'Assemblée nationale, un nouveau code va bientôt régir le secteur de la poste. Il vient en remplacement de l'ancien code datant de 1976. Le projet de loi a été adopté aujourd'hui par la Commission des affaires financières de l'Assemblée nationale. Il a été présenté par le ministre de la Poste et d'éthique, Bruno Nabagné-Koné. Victorine Yaoyoboui. Il y a quelques années, la transmission du courrier ou du mandat était des activités propres à la Poste. Aujourd'hui, il suffit de se rendre à une gare routière et quelques heures après, le destinataire est en possession de son colis. Mais selon le Code des postes de 1976, qui régit le secteur de la poste en Côte d'Ivoire, ces entreprises de transport font une concurrence déloyale à la Poste qui détient le monopole. L'État de Côte d'Ivoire a constaté cette libéralisation de fait du secteur de la poste. Il a donc décidé de proposer un nouveau code des postes adapté au contexte. Cette loi, c'est quoi? Cette loi consacre la libéralisation du secteur complètement, donc permet à tous les acteurs de venir à la condition d'avoir une licence, d'avoir une autorisation ou d'exercer une activité dite libre. Le second élément, c'est faire en sorte qu'il y ait des lois, des textes, qu'il y ait un cahier des charges mis à la charge de tous les acteurs dans le secteur, donc que chacun des acteurs sache exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et tout cela au bénéfice des utilisateurs. Avec ce nouveau code des postes adopté en commission par l'Assemblée nationale, la Poste de Côte d'Ivoire deviendra un opérateur comme tous les autres acteurs du secteur. Et le ministre de la Poste, des technologies de l'information et de la communication pense qu'au lieu de constituer un danger, la fin du monopole de la Poste de Côte d'Ivoire va lui permettre de se faire une nouvelle santé. Le projet de loi a plutôt été adopté hier. Aujourd'hui s'ouvrent à Dakar les 6e assises du groupe Focal Afrique de l'Ouest de l'AFIRA, l'association des fonds d'entretien routier de l'Afrique. Les responsables du fonds d'entretien routier ivoirien auront l'occasion de partager leur expérience en matière de décentralisation et de financement des routes rurales ou communales. Hugues Hervé-Blé. À Dakar, l'occasion est donnée à la Côte d'Ivoire de partager son expérience en matière de financement des études et des travaux d'entretien du réseau routier. À l'honneur aux 6e assises du groupe Focal Afrique de l'Ouest, AFERA, le fonds d'entretien routier, structure ivoirienne. Le FER va à l'occasion communiquer sur sa contribution à la décentralisation et au financement des routes rurales ou communautaires. Une dizaine de pays constituent le groupe Focal Afrique de l'Ouest. La rencontre de Dakar est pour eux un cadre d'échange et de partage d'expériences communautaires afin d'aboutir à des solutions d'ensemble durables pour le développement des infrastructures africaines. Au conclave de Dakar, la Côte d'Ivoire est représentée par le directeur général du Fonds d'entretien routier, Siandou Fofana. La rencontre qui s'achève ce 28 juin vise également l'harmonisation des politiques et des stratégies de financement de l'entretien routier en Afrique. Cette information en bref, au Mali, le Conseil de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert mardi pour le déploiement de 12 600 casques bleus afin de stabiliser le pays. Ces casques bleus prendront le relais de la force panafricaine MISMA et des soldats français intervenus en janvier pour chasser du nord du pays les groupes islamistes armés. Direction l'Afrique du Sud, la famille de l'icône nationale de la lutte anti-apartheid s'est réunie hier et a prié pour Nelson Mandela à son 18e jour d'hospitalisation et toujours dans un état critique. Selon les autorités sud-africaines, son état reste inchangé. L'ancien président avait été admis le 8 juin dernier en urgence après une récidive de l'infection pulmonaire dont il souffre depuis plus de 2 ans. L'actualité en bref dans le monde nous conduit dans un premier temps en Afghanistan où des attaques ont été lancées à l'encontre du palais présidentiel. Reportage. Le bilan s'aggrave en Inde. Plus d'1 millier de personnes seraient mortes dans des inondations et glissements de terrain dus à la mousson dans le nord du pays. Des villages entiers ont été emportés par des rivières en crue. Plus de 8000 personnes isolées, principalement des touristes et des pèlerins, attendent toujours l'arrivée des secours 9 jours après le début des intempéries. Les autorités craignent maintenant les épidémies liées au corps en décomposition.
Nouvelle démonstration de force du Premier ministre turc. Tayyip Recep Erdogan a réuni des milliers de ses partisans à Erzurum en Anatolie. Il a une fois de plus fustigé les manifestants de la place Taksim et rendu un hommage appuyé aux forces de police qui ont su, selon lui, agir avec retenue. Le Premier ministre turc entendait ainsi répondre aux critiques venues d'Allemagne et de plusieurs capitales européennes. 84 personnes impliquées dans des réseaux de vente de produits dopants importés de Grèce et de Chine ont été arrêtées dimanche en Espagne. Des centaines de milliers de doses d'anabolisants, d'EPO et d'hormones de croissance destinées à des gymnastes ont été saisies par la police. Parmi les personnes appréhendées figure un pharmacien qui revendait ces produits sans ordonnance médicale. Madrid est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques en 2020 et veut se mettre en conformité avec l'Agence mondiale antidopage. Un an après avoir franchi les chutes du Niagara, le funambule américain Nick Wallenda a réalisé un nouvel exploit. Il est le premier homme à avoir traversé le Grand Canyon à 450 mètres de hauteur, sans filet ni harnais de sécurité. Durant 23 minutes, ce père de famille de 34 ans a dû lutter contre des vents puissants pour passer au-dessus de la rivière Little Colorado dans l'Arizona. Nick Wallenda marche sur des fils depuis l'âge de 2 ans, une tradition familiale puisque son grand-père est mort à 73 ans après une chute à Porto Rico. L'actualité en bref dans le monde nous a plutôt conduit dans un premier temps en Inde. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.